Bien, bonjour à tous. Donc, je vais être assez synthétique. Je suis Georges Collin, enseignant en histoire-géographie au lycée Côte-Foriel. Mon intervention porte effectivement sur la question des mutations paysagères à l'échelle des territoires du Pilat, de temporalité, 18e siècle au 20e siècle. Donc, ce travail de réflexion est simplement un petit focus sur un travail beaucoup plus conséquent traitant paysages et sociétés dans le monde Pilat de 1744 à 1974, sous la direction de M. Depère. Avant de commencer mon propos, je vais mettre en place une grille de lecture pour comprendre en fait les différents paradigmes de mes interventions et de ma réflexion. Il faut d'abord commencer par trois éléments importants au niveau sémantique et conceptuel, c'est la question finalement de l'anthropocène. Alors l'anthropocène, c'est la place des hommes, le poids conséquent des hommes au niveau des formes de valorisation des territoires et les changements finalement occasionnés par leur présence, les différences aussi qui sont associées aux zones climatiques et finalement la question des usages et des coutumes qui sont modifiés également par les formes de gouvernance. Le deuxième élément, c'est bien sûr la question des enjeux de civilisation, mais pour moi, la civilisation représente une vision de Brodel, la question d'un ensemble de comportements, de mœurs et de coutumes, mais finalement des strates de civilisation qui se joignent et qui se complètent dans un syncrétisme culturel. Et dans cette vision brodélienne, vous êtes forcément associé à la géohistoire, donc on a une géohistoire, donc mon propos est également géohistorique, avec comme filiation la place des palinceps, des convergences, dans une union finalement des temporalités, bon, la place des traces et des convergences au niveau des paysages. Je reviendrai après sur la définition du mot paysage. Le troisième élément qui est important pour comprendre ma démarche, c'est la place des gouvernances, gouvernance politique à différents niveaux, à l'échelle du pays, à l'échelle des provinces, à l'échelle des régions, qui interfèrent sur le management administratif, mais également sur le management politique, qui interfèrent aussi sur le paysage juridique par rapport au territoire, et bien évidemment la question des hommes, la place des hommes qui est présente dans ces terres du Pilat. Au niveau de ces trois notions, je subdivise ma pensée aussi dans plusieurs aspects complémentaires. Avant de commencer mon propos et ma réflexion, premier aspect, c'est la complexité. Cette complexité fait référence bien évidemment à Edgar Morin dans son livre Introduction à la complexité, la compréhension du territoire, de ces territoires de moyenne montagne, de ces différents versants, de ces vallées, de ces rivières, et la place des hommes, c'est finalement des compréhensions qui sont multifactorielles. Le second élément, c'est forcément lié à la notion d'histoire et de mémoire, la notion des traces, bien évidemment la question de Pierre Nora, qu'est-ce qu'on laisse comme traces, mais également le philosophe Paul Ricoeur, ces démarches de réflexion sur les traces visibles ou immatérielles, tout ce qui est, je rejoins aussi la question des patrimonialisations, comment les politiques publiques mettent en place une politique de préservation. Troisième élément aussi qui considère pour comprendre en fait mon propos, c'est la question des représentations et des temporalités. Sartre, je rejoins simplement Sartre. Pour Sartre, on est l'homme de notre époque. Donc la question des bon, qui ne peuvent pas faire d'anachronisme au niveau des perceptions, rejoignons également la pensée de Bloch, mais également la question finalement des perceptions de cette temporalité. Vous avez la question de la maintenance entre guillemets de sociétés traditionnelles villageoises sur cette terre du Pilat, tout au long du XIXe siècle, avec une particularité qui se poursuit jusqu'au XXe siècle, reprenons effectivement la pensée de Le Goff sur ce long Moyen-Âge, au niveau des traditions, des us et coutumes, en sachant que pendant très longtemps, les terres du Pilat ne sont pas des terres où on parle français. Vous avez finalement un usage d'une langue vernaculaire qui, au fil de l'industrialisation, le phénomène de développement des villages et des hameaux, a fait que cette langue vernaculaire a fini par disparaître des habitants. Dernier point par rapport, pour commencer mon approche, donc l'objectif que j'ai choisi, c'est de montrer finalement les différenciations d'appropriation des territoires et des espaces par rapport à deux données géographiques différenciées. Une part, c'est la vallée du Furan. Comment cette vallée du Furan a été utilisée du XVIIIe siècle au XIXe siècle, l'autre vallée du Furan en contact à Saint-Étienne. Et dans le deuxième temps, la question des cibles, la question de la région du Bessa et l'ouverture à d'autres données économiques, touristiques, la question de la neige, avec des éléments climatologiques. Je vous renvoie à la réflexion de Leroy Ladurie sur l'histoire du climat et les conséquences ininterrompues entre contraintes et obligations par rapport à ces terres de montagne. Donc, une fois que j'ai annoncé en fait ma démarche de réflexion, je valorise en fait un plan. Ce plan permet de comprendre en fait
l'esprit même posé par cette démarche. Hein. C'est la molette de la souris. C'est pas, vous avez pas la table. Non, mais juste comme ça. Ah, très bien. D'accord, je comprends. Pardon. Alors, concernant le postulat de réflexion, ce qui m'intéresse, c'est effectivement plusieurs éléments. Alors, je ferai un petit focus cartographique, puisque les cartes, finalement, sont en regard mathématique, scientifique, dans une temporalité présente qui est le XVIIIe siècle, où effectivement on cartographie. Je vous renvoie finalement à différents ouvrages proposés sur la cartographie, donc appropriés à Cassini. Et dans cette cartographie, vous avez la matérialisation finalement d'une province qui est une grande province dans la France de Louis XV. Et je propose un petit focus sur cette province, cette région qui est considérée comme Montpila. Et je définis ce Montpila par des limites géographiques, avec une évocation de la légende proposée par Cassini au niveau du lieu-dit, des hameaux, des sources proposées au niveau des toponymies, avec forcément des enjeux anthropologiques, culturels, dans un paysage qui est essentiellement religieux, dans la France d'Ancien Régime. Le second facteur, après la guerre cartographique de Cassini en 1767, c'est finalement bondir au XIXe siècle, assez intéressant sur deux cartes différenciées. 1841, une carte proposée par Godefin, c'est sous la monarchie de Juillet, qui est ce Godefin, c'est un géomètre associé au cadastre. On a une situation particulière, effectivement, d'industrialisation, et gérer le territoire, maîtriser le territoire, c'est la place des ressources, c'est la possibilité, finalement, de maîtriser les ressources possibles au niveau de la montagne du Pilat, et les capacités de créer de voies de communication dans une démarche, finalement, de développement économique, associée au monde des villes, qui est globalement au niveau des vallées. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Saint-Chamond, qui est un processus d'industrialisation en contact avec le monde des campagnes, créer les liens, créer les capacités de développement au niveau des déplacements des populations pour travailler dans les villes industrielles. La question des matières premières aussi, comme le bois, qui peut être utilisé dans les réseaux miniers qu'on peut voir apparaître au niveau du bassin minier stéphanois. Le second point, après avoir vu effectivement l'aspect cartographique, je m'intéresse, je ferai un petit zoom sur les cartes de 1980. Carte de 1980, on se positionne 6 ans après la création du parc naturel du Pilat. Et dans cette perspective, on a d'autres paradigmes. Hein. La question de la nature, de la naturalité, en sachant qu'il n'y a pas d'espace naturel dit naturel au Pilat. Tous les territoires sont anthropisés et sont le fruit finalement du travail des hommes au fil des générations, et des strates différenciées se perçoivent au niveau des parcellaires. Je rejoins effectivement ce qui a été dit précédemment au niveau des cultures en terrasse, etc. Également des différents monuments présents qui sont plus ou moins en bonne conservation. Je pense aux châteaux et chapellini qui sont présentes sur les territoires et qui, dans la temporalité du seconde moitié du XXe siècle, proposent une revitalisation de ces milieux ruraux en proposant une ouverture économique, mais en maintenant le tissu agraire local. Pour la deuxième partie, j'envisage 2 points. Le premier point, c'est la question de la haute vallée du Furan, la vallée du Furan. Donc, je définirai qu'est-ce que c'est que le Furan, pourquoi ce Furan a un lien particulier et singulier avec la ville de Saint-Étienne au niveau finalement de son développement économique, pourquoi la maîtrise de l'eau est une conséquence du développement de Saint-Étienne, et par conséquent, les aménagements produits au bord du Furan ont des implications sur le visuel, la question des paysages, la question des végétations présentes ont été bouleversées, le Furan a été aménagé et travaillé par les hommes, donc on a des méandres qui ont disparu, et une volonté de maîtriser la rivière pour tout un tas de raisons. La question des inondations, bon, également des crues et des périodes de sécheresse qui posent un problème au développement économique de la ville. Également, les industries qui sont positionnées le long du Furan, qui sont en fait des palimpsestes par rapport à un tissu présent sous l'Ancien Régime de proto-industrialisation. Dans ce second élément, on va s'intéresser à la question du barrage de Rochetaillé. Le barrage de Rochetaillé est une temporalité particulière, c'est le Second Empire, hein, qui est finalement l'incarnation de toutes les volontés politiques et économiques, la capacité de transformer et aménager les gorges à des fins économiques, puisqu'on est forcément dans une logique d'une nature qui doit être utilitaire, donc elle doit servir. Donc à partir de là, on s'aperçoit que sur le XVIIIe et XVIIIe siècle, on passe d'une nature simplement utilitaire, qu'on doit utiliser les ressources, à partir du XXe siècle, à d'autres paradigmes de représentation, une nature qui doit être préservée, avec la question de développement durable, qui se mettent en place au cours du XXe siècle.
Le second élément au niveau du Grand 2, c'est comprendre à l'échelle du Haut-Pilat, vous avez effectivement la place des forêts qui sont renouvelées à partir du XXe siècle, puisque donc la forêt est considérée comme très minoritaire au XVIIIe et au XIXe siècle. Pourquoi la forêt se renouvelle et pour quelles conséquences au niveau de la biotope et de la biodiversité? Et deuxième élément, je ferai effectivement un petit focus sur la place des sports de glisse. Hein. Donc, je renvoie forcément au livre de Achard sur l'histoire du sport de glisse qui montre particulièrement les différentes temporalités, les différents acteurs. Et je terminerai, avant de commencer mon propos et l'analyse des cartes, je terminerai par rendre hommage aux différents acteurs qui ont emporté les chemins du Pilat. Le premier, c'est Jean Duchoul au XVIe siècle. On est dans le contexte des années 1555, avant les guerres de religion, hein, qui a fait son description du Mont Pilat, description finalement qui montre la faune et la flore, la présence des forêts, etc., rédigé en latin, qui a été traduit au XIXe siècle par un autre savant qui s'appelle Étienne Milsan. Hein. À cela s'ajoutent d'autres personnalités du XVIIIe siècle. Bien évidemment, je pense à Claret de la Tourette, je pense également à Léon du Lac, et également l'épiphénomène de la visite de Rousseau sur le Pilat au mois d'août, donc au mois d'août 1769, qui lui laisse un mauvais souvenir. Au XXe siècle, vous avez effectivement des visiteurs qui mettent en place une politique finalement d'attractivité par rapport au site, notamment au professeur de mathématiques du lycée Foriel Claude Berthier, à l'instituteur Roger Barcheton, au géographe du lycée Foriel Louis Gache. Tous ces facteurs, entre guillemets, toutes ces personnalités, toutes ces habilités ont conduit potentiellement à la constitution du parc naturel régional du Pilat, avec le double paradigme, préserver l'environnement, mais également à la question du développement local, la vie paysanne agraire qui est en perte de vitesse dans cette seconde partie du XXe siècle. Donc, une fois que j'ai présenté mes différents éléments de réflexion sur ma démarche à la fois cartographique, mais également je prends des différentes gravures pour représenter en fait la place des changements paysagers, je commencerai mon approche par une introduction. Hein. Et cette introduction, je vais citer un savant qui s'appelle Louis-Léon du Lac, qui date de 1767. La montagne du Forez est située aux confins de cette province du Lyonnois, de l'élection de Saint-Étienne, entre Saint-Chaumont, Saint-Étienne et Bourg-Oriental. Cette montagne s'étend en long du milieu occidental au nord-oriental. Donc, deux remarques. La première remarque, c'est qu'on a le qualificatif de montagne. Hein. Pourquoi? Puisqu'au XVIIIe siècle, vous avez finalement une attirance pour la montagne, la question des hautes montagnes par rapport aux Alpes. Donc, au niveau des réflexions, les visiteurs comme Rousseau ont toujours une approche de comparatif par rapport à cette moyenne montagne qui est le Pilat. La deuxième élément, c'est le maillage administratif de l'Ancien Régime, qui est les provinces. Hein. Et les provinces sont gérées par des intendants. Et la question des montagnes aussi. Aux confins de cette province, on a donc, sur le plan sémantique, la question des marges. Alors, la question des marges renvoie la vision de la montagne. La vision sous la montagne, souvent, est considérée comme mauvaise pour plusieurs raisons, puisque la vallée et les plaines sont considérées comme bénéfiques. Effectivement, la culture de montagne obéit à des contraintes importantes. Vous avez également un climat de montagne qui fait que qui est singulier. Et l'autre paradigme important, c'est le temps climatique, qui est présent au XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, avec le changement climatique qui intervient dans les années 1850, la fin du petit âge glaciaire et les conséquences sur la transformation des habitats, des interactions par rapport à l'environnement, des interactions sur le tissu économique et sur la capacité à proposer autre chose qu'une montagne écartée de tout. Mais d'autre part, quand on voit cette introduction, il faut signaler que ce Pilat, finalement, c'était une zone de frontière, c'est une zone de passage entre plusieurs hôtes de provinces d'Ancien Régime. Je cite par exemple l'Auvergne, par rapport au Puy, également au contact au Vivarais. Alors, petit détail pratique, si vous voulez, sur le plan cartographique, le Pilat, donc la montagne du Pilat, est traditionnellement mise en place avec les Cévennes. Les Cévennes forment partie, dans les premières cartographies du XVIIe siècle essentiellement, début du XVIIIe, le Pilat appartient aux Cévennes. Sauf que pourquoi est-ce qu'il y a une différenciation géographique? C'est la question des tumultes religieux, des guerres de religieux. Les guerres de religion, la présence d'hétéro-protestants dans les Cévennes et un pays de tradition catholique dans le Pilat fait que vous avez une partition volontaire pour empêcher les influences protestantes sur cette terre, notamment dans la partie des versants méridionaux, qui sont forcément en contact avec le Vivarais. Donc, ces politiques qui, finalement, ce Pilat administratif
a été scindé et coupé finalement des Cévennes sur le plan politique pour empêcher, entre guillemets, la propagation de cette, entre guillemets, hérésie, notamment par rapport à l'invocation de l'île Nantes proposée par le 14. Donc, concernant ma perspective, je reprends par rapport les notions proposées. On associe à la géographie rurale et temporalité variable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paysage? Donc, c'est la référence étymologique, la notion de pays. La notion du paysage en Occident date du XVIe siècle. La question de la géométrie, du regard, des perspectives. Alors, cette invention du paysage, je cite par exemple Robert Estienne dans son dictionnaire français-latin de 455, qui précise qu'est-ce que c'est que le paysage. Donc, on a une référence à l'esthétisme par rapport au tableau. Le second élément également, le paysage est une construction qui est politique, sociale, culturelle. La notion de paysage part toujours de l'élite et se diffuse au niveau du peuple. Pour les paysans, pour les couches paysannes, le paysage n'existe pas vraiment. C'est toujours l'élite, par ses écrits ou par sa cartographie, qui pense qu'il y a un paysage, la question de l'esthétisme. Et la notion de paysage entretient forcément la question des enjeux politiques. Alors, simplement, une parenthèse, au 19e siècle, vous avez le voyageur Mulsanne qui se déplace sur le Pilat, qui montre les différences entre les vallées et les cimes. Il est nostalgique des paysages traditionnels, donc la notion, on est dans une vision qui a été développée en 1870 par Ernest Haeckel sur la question de l'écologie. Mais l'écologie, c'est d'abord une base conservatrice, avant de devenir ce qu'elle est actuellement. La notion de territoire, la notion des territoires, c'est par rapport à comment donc cette portion de l'espace est organisée. Bien forcément, cette appropriation différenciée en fonction des temporalités, en fonction du maillage politique, en fonction du maillage administratif, en fonction aussi de la place des hommes sur ces terroirs qui sont globalement très majoritairement de conditions paysannes. Ces conditions paysannes, on peut les apercevoir par les élites, pas par eux-mêmes, puisqu'ils sont illettrés. Et par rapport à ça, je dis simplement deux noms. Vous avez à la fin du XVIIe siècle, vous avez un intendant, effectivement, qui propose sous Louis XIV, qui propose effectivement de faire un état des lieux du Pilat, Lambert d'Herbigny. Et on s'aperçoit chaque curé de campagne est un relais finalement du pouvoir royal. Et vous avez des éléments climatiques qui sont apportés, considérés comme froides, notamment sur la région de Roche-Taillé. Et également, vous avez un intendant qui s'appelle Louis Messens. À la veille de la Révolution, il propose aux curés de paroisse, qui sont des relais politiques, de faire un diagnostic au niveau des feux. On définit par feu, c'est les foyers fiscaux. Et effectivement, ce sont des terres, souvent dans le Haut-Pilat, qui sont considérées comme arides. Et comme un culte, on pratique la pomme de terre à Roche-Taillé, en sachant que la pomme de terre n'est pas mangée par les hommes, mais utilisée pour les animaux. On a plusieurs pilats, donc un pilat plutôt riche qui correspond aux versants méridionaux, notamment à la zone de Condrieu, pays viticole. Un pilat plutôt pauvre correspond à la zone des plateaux, la zone du Bessart, etc., qui apparemment est en perte de vitesse économique et qui est souvent méprisée. La question du regard est intéressante aussi. Vous avez des auteurs comme de la Tour-Varan, qui est bibliothécaire à Saint-Étienne, quand il se déplace à Roche-Taillé ou sur les autres sites, il se moque en fait du fait que les paysans ne parlent pas français. Donc on a un mépris par rapport aux populations, le peuple est globalement transparent par rapport aux élites, d'où effectivement la difficulté de percevoir la façon dont s'organisait leur esprit, et l'importance des gouvernances intervient forcément sur leur changement de territoire. Cela a été rappelé à la Révolution française. La Révolution française correspond à un immense changement de propriété. Bon, je cite l'historien Ted. Donc, l'appropriation des territoires par la Révolution française, notamment les grandes perspectives d'abolition des droits féodaux, a complètement changé le paradigme de la vie paysanne, beaucoup plus que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen au niveau d'espace vécu. Alors, la moyenne montagne, la question de la moyenne montagne, forcément, la complexité de la toponymie du Pilat, bien évidemment. Le Pilat est complexe. D'abord, c'est un sens, on s'aperçoit que vous avez un syncrétisme de plusieurs sources. Donc, c'est la présence supposée de Ponce Pilate. Donc, la montagne est considérée comme mauvaise, le mal. Donc, forcément, la question d'un climat montagnard, parfois où l'orage peut agir, où effectivement, vous avez un gel. Le gel est fort tenace et la neige est fort durable. Mais également les références d'un sacrifice culturel au niveau, effectivement, la présence d'anciennes langues comme le celtique, par exemple, associé au latin, les sommets enneigés. Et paradoxalement, ce Pilat, ce mont Pilat,
M majuscule désigne une région. Et cette région, donc, je vais faire en sorte de vous la montrer et de vous la démontrer comment cette région là peut se positionner au XVIIIe siècle et comment elle évolue par rapport aux paramètres, aux enjeux temporels, aux autres enjeux de développement qu'on peut mettre en place au XXe siècle. Bien évidemment, les places de l'anthropisation sont là. Hein. La place des hommes, leur relation à la terre, où on enterre ses morts. Hein. Le paysage religieux est très présent, paysage sonore, donc le bilan des villages et des églises, hein, qui pendant des décennies finalement rythment la vie quotidienne. Alors la problématique, dans quelle mesure les territoires ruraux du Puy-là sont à la fois dans des palimpsestes, c'est-à-dire des traces, c'est des couches, des strates qui influencent en fait le domaine du quotidien, sans forcément qu'on ait l'expression visible de cette temporalité. Hein. L'exemple des murets, etc., et des types de patrimoine foncier qui sont produits. Hein. Mais également, on a des défis au niveau de temporalité, la question des processus d'artificialisation. Alors, en étant un peu plus simple, on passe d'un pilat qui est nécessairement utile, on doit l'utiliser au niveau des ressources forestières, au niveau des différentes ressources possibles, à un pilat qui doit être ménagé, avec d'autres intervenants aussi, également un pilat différencié entre des vallées où on étouffe au XIXe siècle, des vallées industrielles très polluées, et un pilat oxygéné. La question donc d'un cadre hygiéniste qui se met en place, prendre le grand air, avec toutes les conséquences qu'on a sur les politiques, sociales au niveau de la prise en compte de l'enfance. Un détail très simple, vous avez des colonies de vacances qui se mettent à la place au niveau du Pilat, organisées par la municipalité de Saint-Étienne pour les enfants qui sont déshérités. Donc prendre le grand air, c'est un sens réel, ne pas simplement réservé à l'élite, notamment au XVIIIe ou au XIXe siècle. Je vais commencer mon propos. Alors, l'approche des cartographies du Mont Pilat. Le Mont Pilat avec M majuscule, c'est la question de la région, la question des frontières, la question des accès, la place des interfaces. Alors, je propose effectivement une réflexion centrée sur la carte de Cassini de 1767. Alors, cette carte de Cassini, deux remarques. Donc, les sources proviennent de la BNF sur le site Gallica. Alors, qui est ce Cassini, en fait? Donc, la carte n'est pas forcément très visible, mais je relativement simple. La carte, qui est ce Cassini? Cassini appartient à une famille de cartographes. Donc, on le surnomme Cassini III. Hein. Cassini de François de Thury. Et dans cette perspective, on est dans la France de Louis XV. Alors, cette France de Louis XV souhaite finalement gérer et maîtriser les territoires dans leur complexité. Et la maîtrise des territoires sur le plan administratif passe aussi par la maîtrise de la cartographie. Donc, la carte, l'usage des mathématiques, l'usage de la triangulation au service des cartes. Dans ces éléments de compréhension, vous avez l'usage de relais régionaux. Les relais régionaux, effectivement, j'ai fait référence aux intendants. Hein. Vous avez deux intendants qui sont présents. Pardon? C'est 5 minutes maximum. Ah, pardon. Tu as déjà fait 30. Je vais être très simple. Donc, deux intendants au niveau relais régionaux qui sont présents. Je pense à Delamy-Chaudière et je pense à Lumiessence, qui finalement donnent les clés de contact au niveau des territoires et des paroisses. Les curés sont les relais. Alors, pour être relativement, je vais être beaucoup plus synthétique parce que, voilà. Donc, on s'aperçoit que depuis là, vous avez des villes portes, hein, qui sont Saint-Étienne-en-Forez, qui sont représentées là, qui sont également Saint-Chamond. Vous avez également, de l'autre côté, au niveau des versants méridionaux, vous avez effectivement le site de Bourg-en-Gental. Vous avez, donc, au niveau du Rhône, vous avez Condrieu. Alors, au niveau administratif, ce sont des subdélégations. Par exemple, le cas de Bourg-Argental, c'est le siège du bailli depuis le XVe siècle. Donc, si on met en place un quadrilatère par rapport à ce territoire proposé, on a l'usage d'une distance qui est différente des nôtres. C'est l'usage de la toise. Mais quand on en compare au système métrique actuel, on a effectivement une distance qui correspond à 78 000 hectares. Le parc naturel du Pilat donc, propose une dimension de 70 000 hectares. Donc, on a effectivement des liens entre la vision du Pilat selon la tradition du XVIIIe siècle et cette vision du Pilat actée dans les perspectives écologiques de défense des écosystèmes du XXe siècle. Quand on poursuit effectivement cette démarche, je fais plusieurs zooms. Hein. Au niveau des zooms, ce qui m'intéresse, c'est la question des bois qui sont très minoritaires au niveau du Haut-Pilat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bois? Vous avez l'étendue forestière, en sachant que, en regardant la carte de Cassini et en estimant la place des forêts,
on estime entre 6 et 7% de la place des forêts par rapport à la superficie totale. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez effectivement le bois considéré comme rare. Vous avez d'une part la pression démographique des locaux, malgré les droits féodaux qui empêchent en fait d'abattre les arbres. Et le deuxième élément qui est associé à ça, vous avez le code forestier de Colbert en 1669 qui tente de préserver la ressource. Deux zones forestières au niveau du Haut-Pilat, les grands bois, qui correspondent à peu près à 1150 hectares, qui est positionné ici, hein, qui est finalement géré par les Chartreux, l'ordre de Saint-Bruno, considéré comme une très bonne gestion. Et de l'autre côté, vous avez finalement la toponymie des bois du Pilat, qui sont gérés par le marquis de Saint-Chamond. Et tous ces bois, finalement, qui sont des denrées rares, vont être finalement dans une logique encore plus de pauvreté de la ressource pendant la Révolution française, avec l'abolition des droits féodaux et la vente des biens dits nationaux, où personne ne va surveiller effectivement la présence. Les forêts seront coupées en fait. Hein. Il faut attendre le 19e siècle, le Code forestier de 1827, pour la préservation de la forêt et de la ressource. D'où les forêts actuellement qui sont présentes dans le Pilat sont les conséquences de la politique de préservation qui date de 1827. Par rapport à ces éléments, donc effectivement, j'ai positionné l'exemple de la ville-porte de Saint-Étienne, en Forez. Le site de Rochetaillé, toponymique, forcément, la question de la toponymie envoie le paysage. Rochetaillé est présence depuis le XIIe siècle au niveau des différentes sources médiévales. Donc Rochetaillé, forcément, un paysage typique qui caractérise un domaine morphologique singulier. L'exemple du ville-porte, une différenciation au niveau de Bourg-Argental, etc. Il reste combien de temps? Bon, alors, je n'ai pas pu finir donc mon propos. Simplement, ce que j'ai voulu montrer au niveau de la conclusion, je vais vous expliquer au niveau de la conclusion, en fait, vous avez finalement associé à une zone de moyenne montagne. Cette moyenne montagne a une morphologie particulière, différentes formes de géologie, des curiosités géologiques comme les Shiras. La montagne est à préserver, bien évidemment, avec les paradigmes actuels qui sont la défense des écosystèmes, les considérations finalement de la faune et de la flore. Hein. Avec tout ça, les enjeux environnementaux et le logo du parc naturel régional du Pilat renvoie à plusieurs dimensions. Effectivement, ce sont les Shiras qui sont présentés comme les éboulis, l'étagement des végétations associées au couvert végétal et la place de la neige, en sachant que la neige est ponctuelle et épisodique, notamment au début du XXe siècle, puisqu'il n'y a pas de neige au niveau du Pilat, décrit notamment par le livre de M. Achat. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Je vous remercie. Non, dans les limites qui déjà ont été franchies un petit peu hier, pas plus, mais il ne fallait pas aller beaucoup plus au-delà. Non, mais merci beaucoup. Des questions? Non, il faut pardon, mais ça nous fait un peu d'éclater. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai vu que donc, vous avez exploité beaucoup la documentation cartographique Cassini, 19e, 20e. Et donc, à ce sujet, je voulais savoir si vous avez exploité d'autres jeux de données planimétriques comme des plans de détail, des photos aériennes, peut-être du LIDAR, je ne sais pas s'il y en a eu, le cadastre. Et aussi, vous avez donc le cadastre, vous avez effectivement le plan des intendances aussi. Le plan des intendances est intéressant, puisque vous avez l'utilisation de la couleur, vous avez les différents types de paysages représentés, notamment les arbres. Hein. Et on s'aperçoit au niveau du parcellaire, un monde très agraire au XVIIIe siècle, qui continue à être très agraire au XIXe siècle, et la place des parcellaires au niveau du cadastre Napoléon montre que le parcellaire est de plus en plus émietté au cours du XIXe siècle, d'où les conséquences d'exode rural, puisque les paysans ne peuvent plus vivre sur leur terre. Parce que la jeunesse des propriétés terriennes sur le Pilat sont essentiellement associées à la Révolution française, où effectivement les paysans deviennent entre guillemets propriétaires de leurs champs, de leurs maisons. Mais la Révolution française a passé par là au niveau de la suppression, donc les lois de succession. Et la montagne est considérée comme plus difficile que la plaine. Mais paradoxalement, le prix des terrains en montagne coûte relativement cher. Hein. Il y a certains écrits qui expliquent qu'un hectare proche de la jasserie coûte 10 000 francs au milieu du XIXe siècle, en sachant qu'un ouvrier agricole ne peut jamais se payer le terrain. Donc on a une paupérisation du monde agraire,
le déclin de cette ruralité par l'effet juridique, finalement, du droit des héritages, hein, et actuellement la question de la maintenance des traditions agraires dans un monde rural finalement qui se meurt à partir du XXe siècle. Et la place, le parc naturel du Pilat comme objectif, après le décret de 67, d'une part de revitaliser ce monde rural, hein, en proposant une ouverture à d'autres activités comme le tourisme, la question de la neige, la question effectivement, la possibilité de garder les gens au pays. Hein. Je vois également la loi montagne des années 80. Bon, on peut comparer, en fait, il y a un parcellaire à partir, vous avez un émiettement des propriétés qui sont, qui sont les conséquences d'une approche juridique liée à la Révolution. Voilà. Non, mais c'est juste vous pouvez poser des questions. Oui, exactement, mais je me suis fait je sais plusieurs. Oui, moi j'avais une question. J'ai vu que vous aviez des gravures qui étaient absolument incroyables. Oui, c'est le forest pittoresque. En fait, bon, je vais peut-être le remonter de manière assez simple. Effectivement, vous avez plusieurs choses. En fait, on a un paradoxe. Vous avez le changement paysager au niveau de la vallée du Furan qui interpelle sur une certaine nostalgie. Et la construction du barrage de Rochetaillé, qui date du Second Empire, hein, 1859-1866, va complètement changer radicalement la physionomie des gorges, en sachant qu'il y avait déjà eu un projet de barrage à la fin du XVIIe siècle. Et ces physionomies des gorges font que ce Félix Thiollier date de 1889, de mémoire. On retranscrit le cours du Furan. En fait, une sorte de paysage néo-romantique, nostalgie du temps passé. Et de la même manière, vous avez la question du barrage de Rochetaillé qui est représenté. Et dans ce barrage de Rochetaillé, vous avez finalement l'accès au monde industriel. Et paradoxalement, la destruction des méandres traditionnels du Furan a une reconstruction, c'est le principe de l'innovation chez Schumpeter, hein. On détruit, on construit. Hein. Et chez l'écrivain Mulsan, vous avez une description de la faune, notamment les loutres sont présentes en 1870 au niveau du Furan, proche du Furan. Également des hirondelles, des rochers, également détruites. Donc paradoxalement, la destruction des milieux, entre guillemets, des paysages le long des rivières, hein, a des implications sur le renouveau d'autres paysages et d'autres formes de vie qui sont présents. Par contre, vous avez des types de faune qui ne sont plus présents, comme les cervidés, par exemple. Au XIXe siècle, il n'y a plus de cervidés. Pour tout un tas de raisons. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Non, je n'ai pas. On termine là. Ça. Juste une question. Ces recherches, comment elles s'inscrivent? Je veux dire, dans une image qu'on pourrait avoir de cet espace, de ce grand espace, comme d'un espace plutôt périphérique, marginal par rapport à la vallée du Gier, à la vallée du Rhône, bien évidemment, autant pour l'Antiquité, tout ce qu'on en sait jusque-là, que pour évidemment la période contemporaine. Voilà. Dans quelle mesure c'est un espace marginal ou ça ne l'est pas? Comment vous nuancez cette définition? Moi, je pense qu'il y a deux éléments. La question de l'émarginalisation en fonction des temporalités et des enjeux. Alors, deux cas d'école, la montagne considérée comme mauvaise au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et paradoxalement, la question de l'hygiénisme au XIXe siècle fait qu'on a des stations d'altitude, l'hôtel du Mont-Pilat, où effectivement, il est bien finalement de se ressourcer à l'air pur. Donc la montagne devient bénéfique. Donc je rejoins Sartre, on est l'homme de notre époque, au niveau des perceptions, des regards et des sensibilités et des représentations par rapport au territoire vécu et perçu. D'où il ne faut pas faire d'anachronisme, en pensant effectivement avec notre représentation actuelle par rapport aux hommes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Les pollutions sont présentes au niveau de la vallée du Furan, sont très présentes au niveau des villes industrielles, également comme au niveau de la vallée de Londres. Hein. Et quelque part, on a s'élever en altitude, c'est s'élever vers autre chose. C'est aussi une démarche spirituelle. C'est aussi une démarche de capacité à finalement à se libérer de ces entraves liées à la ville. La ville, la représentation de la ville au XIXe siècle est considérée comme très péjorative. La ville industrielle est bruyante, tapageuse, la ville noire de Saint-Étienne
Et finalement, on a une représentation qui correspond forcément à la réalité, mais qui est idéalisée par une élite bourgeoise sur cette nature qui n'existe pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de nature réellement, puisque tous les territoires sont anthropisés, associés à des temporalités, mais finalement une certaine idéalisation de cette nature, reprenant finalement la place des sources, se ressourcer, à la fois dans l'air pur et la contemplation de paysages, je dirais intemporels et parfois immortels, une bulle temporelle qui n'existe pas vraiment, puisque la montagne, forcément, subit quelque part les liens, les interfaces par rapport au domaine des villes. Voilà. Merci. Moi, je me demandais si justement si cette contemplation de la nature, ça c'est arrivé aussi dans la période romantique. Où Mais on a... la contemplation de la nature est souvent une élite oisive et bourgeoise. D'accord. La paysannerie ne contemple pas la nature. Donc on a forcément un paradigme qui est très bourgeois par rapport à la nature, que le paysan n'a pas forcément conscience. Parce qu'il a conscience, lui, qu'il faut qu'il travaille. Bien sûr. Donc c'est ce que j'ai précisé. Le peuple est globalement transparent. D'accord. Les élites représentent le peuple, souvent d'une manière idéalisée, parfois d'une manière très péjorative, à leur façon de s'habiller, leur accent. Mais finalement, le monde paysan n'est pas forcément représenté parce qu'on le représente pour lui. D'accord. C'est la sociologie et l'anthropologie, hein, au niveau des repères. Merci. 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 Un peu quand même. Alors, voilà. Donc, vous savez faire peut-être mieux que moi, donc vous disiez qu'on peut tout partager. Normalement, je pense que je On ouvre les sélectionne 5. Non. Je ne pense pas qu'on va pouvoir ouvrir les 5, Non. mais du coup, laisse- je cliquerai Je vous laisse faire. après les autres. Oui, Mais il faudra les partager. oui. Oui. D'accord. En fait, on m'expliquerait tout de suite la personne qui est venue. Mais alors, normalement, Donc, quand on fait ça, on fait partage d'écran, voilà, là, ça y est. partager, et là, il faut mettre optimisation Oui, oui. vidéo. Voilà, merci. Et normalement, attends, on met partager tout. Écran 1, partager. Et normalement, on peut faire ça. D'accord. Ok. Tac. Ça va. Je connais pas ce lecteur, du coup, je voudrais bien le mettre. Ah voilà, en boucle. Normalement, ça devrait. Très bien. Voilà, la parole à Anouk Daguin. Je vais peut-être laisser. Ah oui, ce sera mieux comme ça. Je sais pas si on voit, mais tant pis. Du coup, bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai une formation un peu différente des précédentes personnes qui sont venues parce que du coup, je suis doctorante en arts et sciences. Donc, ce que je vais vous présenter va être un format de succession de vidéos qui vont présenter le territoire de Paumac-le-Bazancourt, mon sujet d'étude, et qui est un territoire rural dans lequel on a créé, grâce aux différentes cultures, une bioraffinerie. Alors, pour introduire ma présentation, je voudrais vous parler juste un petit peu du contexte de ma thèse qui traite sur l'art de la rencontre. Donc, dans cette présentation, je vais me baser sur des témoignages de personnes que j'ai rencontrées, qui sont donc un agriculteur, des gens qui travaillent dans mon labo, pour pouvoir justement faire une lecture de ce paysage. Ma présentation tournera autour de la problématique suivante. Comment créer des méthodologies de lecture d'un paysage rural qui reflète la sensibilité des rencontres locales? Comment transformer cette lecture en un travail artistique de co-création avec les habitants de ce territoire? Pour justement répondre à cette question, je vais m'appuyer sur différents points. Le premier point sera justement une définition du paysage grâce à la lecture de L'homme dans le paysage d'Alain Corbin. Ensuite, je ferai la première étape qui sera une réflexion autour de la rencontre et de la coopération qui s'est justement instaurée dans ce territoire industriel, agro-industriel. Pour cela, je parlerai de l'historique de cette région, notamment de son sol, qui fait qu'actuellement, c'est une des régions les plus productives de France. Et ensuite, je continuerai sur les différentes constructions
et industries qui se sont implantées au pied des champs, on peut dire. En deuxième partie, je vous présenterai une méthodologie de sociologie et d'anthropologie qui permettent justement de guider la lecture de ce territoire et d'ouvrir aussi son regard sur cette lecture. La dernière partie sera justement un retour sur expérience. Pour justement introduire cette question du paysage, je vais vous lire en premier les propos de Emmanuel Cottia, qui est du coup un philosophe et qui a justement écrit dans le catalogue de l'exposition végétale, École de la beauté, une exposition qui a eu lieu du coup à la Maison Chaumet avec le concours des Beaux-Arts de Paris. Et il traite justement un peu de cet aspect de territoire et de tout ce qui peut exister dans un paysage, dans un lieu. Tout est né de la même manière, tout est né de la terre, peu importe qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un cèdre, d'un papillon de nuit ou d'un corail, d'une colonne ou d'un nénuphar, d'un écureuil ou d'un diamant, rose ou laurier, collier ou océan, neige ou vent, tout découle de la même poignée d'éléments, que chacun essaie de combiner de manière différente. Tout sort du même vortex, mais chacun lui donne un rythme et une inclinaison spécifiques. Tout partage la même chair, mais rien ne ressemble vraiment à l'autre. C'est pourquoi il est inutile de chercher à distinguer les formes des paysages en insistant sur l'identification de leurs éléments et de leur structure. Ce n'est pas l'être qui distingue les choses, tout ce qui est sur Terre n'est qu'un jumeau qui cultive sa propre diversité dans ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou dans ce qu'il est. On comprend justement à la lecture de cette citation que tout provient un peu de la même essence, qu'on ne peut pas forcément caractériser un paysage en se rattachant seulement à des détails qui le forment. On peut aussi définir un paysage selon plusieurs professions, que ce soit les botanistes, les géologues, qui vont chacun avoir cette vision du paysage. Et donc, pour faire cette lecture du territoire de Paumac-le-Bazancourt, je peux premièrement décider de vous détailler toutes les activités industrielles qui sont présentes sur ce territoire. Mais pour cela, il faut aussi comprendre cette notion de paysage. Et la notion de paysage est quand même quelque chose d'assez flou parce qu'elle peut justement être traitée selon différentes professions qui vont avoir leur lecture et leur spécificité à dire sur ce paysage. Donc, pour justement parler de cela, je vais vous lire justement une citation d'Alain Corbin qui est dans L'homme dans le paysage et qui est sorti en décembre 2021. J'ai un écrit avec beaucoup de citations que je pourrais vous partager après pour que vous puissiez faire des recherches plus tard si vous en avez envie. Commençons par définir le paysage. Il convient en effet de préciser ce dont nous allons parler, tant la notion de paysage est floue. Les géographes, quand ils l'invoquent, décrivent ce qui s'impose avec le plus d'évidence, c'est-à-dire la morphologie et l'écologie. Pour eux, l'histoire des paysages est celle de la manière dont ils se sont formés et dont ils ont évolué, selon la technique, le modelé, l'évolution des milieux naturels, celle de la flore et celle de la faune, des systèmes de production et d'échange, ainsi que, plus généralement, selon les modes, l'intervention de l'homme. Donc, je vais juste changer de vidéo. Hop. Donc, sur cette vidéo, vous allez voir un peu les différentes industries qui sont présentes sur ce territoire de Paumac-le-Bazancourt. Donc, on est d'accord que quand on caractérise un paysage, quand c'est un paysage rural et là où il y a une implantation d'industrie, on est obligé de ne pas négliger la part de l'homme dans la modification du paysage. Et aussi, cette industrie va venir modifier d'une certaine manière ces paysages de champs, parce qu'il faut savoir qu'à Paumac-le-Bazancourt, c'est en Champagne, tous les champs sont tout est extrêmement plat. Du coup, l'industrie va venir créer un relief. Ce relief, on peut aussi le voir d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus poétique, parce qu'ici, on peut voir un relief aux couleurs métalliques. On peut voir de grandes colonnes qui fractionnent l'horizon, des silos, des cuves de stockage. Et dans ce côté-là, on peut aussi
prendre conscience que on va créer aussi de nouvelles odeurs. Donc le paysage ne se lit pas seulement d'une manière visuelle, il se lit aussi de manière sensorielle, sur lequel je reviendrai du coup plus tard dessus. Et donc je vais continuer par une citation qui parle toujours du paysage. Le paysage est manière de lire et d'analyser l'espace, de se le représenter, au besoin en dehors de la saisie sensorielle, de schématiser afin de l'offrir à l'appréciation esthétique, de le charger de signification et d'émotion. En bref, le paysage est une lecture indissociable de la personne qui contemple l'espace considéré. On ne va pas du tout avoir la même attention en fonction de la profession qu'on a. Un agriculteur va peut-être plus faire attention à la couleur du blé, à l'odeur du blé, ou un industriel va peut-être plus faire attention à tiens, il y a une colonne, ça appartient à tel type d'activité. Pour continuer du coup cette présentation, je vais vous parler de l'historique du paysage du territoire de Paumac-le-Bazancourt, donc qui a beaucoup évolué depuis les années 1950. Il a subi de nombreuses modifications parce qu'on a une multitude de professions qui sont venues s'inscrire dans ce territoire. Cette première partie va justement me permettre de vous proposer ma lecture personnelle et la lecture des rencontres que j'ai eues. Quand je me rends dans ce territoire, je prends mon vélo pour aller au laboratoire et je ne peux pas m'empêcher justement d'être fascinée par les industries qui fonctionnent, les odeurs qui en émergent, les nouveaux nuages qui se créent justement sur ce paysage, qui sont issus de la vapeur d'eau. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en parallèle tout ce qui se passe dans ce pôle agro-industriel où on a aussi un laboratoire qui, lui, va travailler sur le côté microscopique pour ensuite venir créer de nouvelles industries qui vont s'instaurer dans ce paysage. Donc, il y a plusieurs échelles. On a l'échelle du laboratoire où on va faire des expériences, des prototypages. Ensuite, on va passer sur des pilotes factory qui, eux, vont devenir une échelle un peu plus grande. Et ensuite, on va créer des nouvelles industries qui vont venir alimenter ce complexe de bioraffinerie. Les différentes personnes qui vont raconter leur vision vont être du coup Alain, qui est agriculteur et que sa famille travaille la terre depuis 3 générations dans ce secteur. Il y a Jean-Marie Chauvet, qui est responsable de la mise en place au sein de ARD, une plateforme d'innovation de bioraffinerie, de recherche et d'innovation, qui est aussi un laboratoire qui est présent sur ce grand site, et Honorine Katir, qui s'occupe justement des relations extérieures de ce centre européen de biotechnologie et bioéconomie dans lequel je suis. Pour parler de ce paysage, je vais quand même premièrement parler justement du sol de craie. Et pour cela, je me suis basée sur un livre écrit par Pierre-Alain Chieup, Honorine Lessieux-Katir, Marilyn Thénault et Barbara Clément Larosière. Il définit justement avec précision le contexte d'évolution du paysage qui est situé au sein de la Champagne. Pour parler des modifications de paysage qui se sont instaurées durant ces 80 dernières années, je dois remonter justement au Crétacé supérieur pour parler du sol. Ce sol est en effet constitué de craie. La craie est un dépôt marin qui ont pour origine l'accumulation de micro-organismes, de carapaces calcaires. Cependant, malgré la richesse de ce sol, Diderot et d'Alembert ont écrit dans leur encyclopédie en 1753 que cette région était qualifiée de Champagne pouilleuse. Cette mauvaise image va continuer à s'instaurer pendant au moins 2 siècles. Elle va être confortée par des jugements de personnes assez influentes comme Jules Michel, qui va ne pas hésiter à décrire la Champagne comme un désert de la Champagne pouilleuse dans son ouvrage Histoire de France, publié en 1879. En réaction, les habitants vont justement essayer de valoriser leur territoire. Pour cela, ils vont mettre en place une agriculture traditionnelle qui ne va pas forcément fonctionner. Puis ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, ils vont essayer de faire un enraisinement de ce territoire, c'est-à-dire qu'ils vont mettre énormément de pins sylvestres. Je vais vous passer la deuxième vidéo qui vous montre justement toute cette évolution du territoire, notamment le remembrement qu'on peut voir assez nettement. La discussion avec Alain dans son tracteur le 7 octobre. Ça, c'était pas prévu, mais voilà.
Du coup, donc en fait, sur cette cartographie, vous allez voir au fur et à mesure, on va pouvoir voir justement que toutes les petites parcelles vont devenir des grandes parcelles. Et en fait, c'est dû à justement un changement d'activité. C'est-à-dire qu'au début, on a planté sur plus de 130 000 hectares des pins pour justement exploiter ces arbres. Et en fait, on va se rendre compte que le sol n'est pas fait pour cette culture parce qu'il va être sensible au bauxite, qui est du coup une maladie de ces arbres. Et en fait, à la fin du 19e siècle, il va y avoir une faillite. On ne va toujours pas réussir à travailler cette terre. Cependant, en 1950, et pendant une vingtaine d'années, on fait justement ces déboisements. On va arracher les pins et on va essayer de cultiver la terre, qui va être permis justement grâce aux amendements, à l'utilisation d'engrais chimiques et à l'évolution des techniques agricoles. Du coup, je vais vous lire le témoignage de Alain, qui est agriculteur, qui a 53 ans, et dont l'activité principale tourne autour de la culture du blé, de la luzerne, de la betterave sucrière. Il vit du coup à Bazancourt, dans un petit village de 2000 habitants, où vit sa maman aussi Huguette. Le 7 octobre 2022, discussion avec Alain dans son tracteur rouge. Sur une évolution de 50 à 70 ans, au commencement, il y avait un avant et un après. Un avant et après-guerre. Avant-guerre, la Champagne était plutôt pauvre, avec des qualités agronomiques peu intéressantes. Il y avait de très bons sols composés principalement de craie. La craie agit comme une sorte d'éponge. Elle absorbe l'eau et lorsqu'il y a un moment de sécheresse, la relâche. Contrairement à des zones comme l'Aisne, où la terre est très sableuse, ou des terres argileuses où l'eau ne s'infiltre pas. Ce sont des terres difficiles à travailler, mais naturellement plus riches. Qui sont donc plus propices à l'agriculture, comme dans le bassin parisien. Avant-guerre, la Champagne était un pays essentiellement constitué de pins. Il y avait bien évidemment quelques parcelles agricoles, mais à un moment, il n'y avait que des pins. C'est pour ça que les parcelles sont principalement rectilignes et longues. Elles étaient exploitées avec un élevage de moutons. Une anecdote que je peux te confier. Avant, ça s'appelait la Champagne pouilleuse. Ça reste mon argument, ce que je vais te dire, mais je le partage aussi avec les anciens. On disait Champagne pouilleuse car les terres agricoles ne valaient rien. Je pense aussi qu'on appelait la Champagne de cette manière car il y a une plante, la pouille, et vu qu'on la trouvait sur ce territoire, il y a certainement un lien. À cette époque, on n'avait pas les moyens de remplacer les pins par des exploitations agricoles. Les engrais chimiques sont venus artificiellement enrichir la terre de Champagne et parallèlement, on a eu une amélioration des outils agricoles, les premiers tracteurs. Sous l'impulsion de la dynamique d'après-guerre, on s'est dit qu'il fallait nourrir les populations. On a donc instauré en Champagne une politique de défrichage permise par la mécanisation. Les anciens ont fait du bulldozer. Certains agriculteurs ont acheté ces terres qui ne valaient rien, ont coupé les pins, ont évacué les souches, les troncs, les branches. Les anciens ont fait un travail titanesque. Puis on a amendé les terres avec des engrais pour les enrichir. Et comme elles avaient un super intérêt agronomique par leur qualité pédologique, on a réussi. À partir du moment où on lui a donné la possibilité d'être fertile, ça a permis de développer un certain tas de choses, de planter du blé, mais surtout de planter la culture de la betterave au pied des usines. C'est ce qui est transformé dans les industries que je vous ai montrées. Ça a alors entraîné une explosion de la rentabilité de cette terre à la base pauvre. Le paysage que tu peux voir est typique. Si dans d'autres régions, tu as des bois, des ruisseaux, ici, ce sont des grandes étendues de culture. En termes de paysage, on peut dire qu'il y a eu 3 étapes. La première était boisée depuis les années 50, 60, puis 70, où la France est devenue autosuffisante, puis une puissance exportatrice grâce à la région de Champagne. C'est le moment où on n'avait plus de bois sur le paysage. À la fin des années 80, on s'est rendu compte qu'on avait pollué les nappes phréatiques. Avant, on ne savait pas que le nitrate que l'on avait mis dans des endroits, il y a 15 ans, pouvait redescendre dans ces nappes.
Il y a eu un virage dans les années 90 où on s'est dit il faut arrêter. C'est à ce moment-là où on s'est dit aussi que les grandes étendues, comme ça, sans arbres, étaient aussi une problématique. Il n'y avait plus de biodiversité, les animaux, les insectes. On a donc commencé à réintroduire on a commencé à réduire les produits phytosanitaires et à réintroduire des haies, des arbres qui ont permis justement de redévelopper cette biodiversité. C'est devenu des refuges de biodiversité qui évitent aussi l'érosion. Cette dynamique justement de coopération agricole, elle est déterminante dans ce site de Pommac-le-Bazancourt. Et en fait, on ne peut pas prendre conscience de la puissance des relations humaines dans ce site si on ne fait pas un retour aussi historique. Parce qu'en fait, la sucrerie est née d'une coopérative agricole qui a été instaurée par les agriculteurs qui ont décidé de mettre en péril leurs biens agricoles pour pouvoir investir dans cette coopérative. Donc, l'histoire de Bazancourt est avant tout une aventure humaine. Elle est menée par des agriculteurs qui sont convaincus de l'importance de se rassembler pour pouvoir accomplir de grands projets et acquérir une certaine forme d'autonomie. Faisons nos affaires nous-mêmes, avait lancé en son temps Gustave de Bohan, ancêtre de Jacques Bohan. À l'époque, il s'agissait de regrouper pour mutualiser des achats et avoir davantage de poids pour vendre les productions. Les propos qui sont véritablement mis en route à l'époque, les propos qui ont véritablement mis en route à l'époque toute une génération d'agriculteurs et font écho encore aujourd'hui où on a des coopérations. Pardon, je change juste de vidéo. Oui, ici, on peut voir la rencontre que j'ai faite et le travail que j'ai fait avec les agriculteurs pour essayer justement d'avoir leur point de vue sur ce paysage. Je ne sais pas comment on est au niveau du temps. Non, c'est bon. Ok. Du coup, la suite de ces écrits que je vais vous lire sont issus d'une proposition que j'ai faite à Honorine, qui travaille du coup dans mon laboratoire, sur la possibilité d'écrire ensemble pour encore aussi avoir son point de vue sur ce territoire qui me passionne. Le développement de l'écosystème de la Champagne n'est pas qu'une question d'innovation technologique. C'est avant tout une histoire humaine, pour ne pas dire une innovation sociale, une entreprise collective, en un sens et un pouvoir à l'émancipation. Grâce aux valeurs intemporelles des coopératives et de leur lien à la nature, aux hommes, au territoire. En effet, le mouvement des coopératives agricoles est profondément enraciné dans la Champagne autour de Reims, et quelques leaders visionnaires ont permis cette expansion. Ainsi, en 1927, le même Gustave de Bohan a créé cette coopérative agricole, dans le prolongement du syndicat des agriculteurs de Champagne. Les valeurs portées par ce mouvement ont perduré au cours du temps. Cette organisation a permis de réfléchir sur la manière holistique du rapport à la nature pour la production et l'industrie de transformation. Quelles que soient les innovations technologiques en cours, modifiant et dynamisant ce territoire, acceptant de s'adapter et de se réinventer. Ce site est donc le résultat de plus de 70 ans d'initiatives continues et on a montré justement la mise en place d'un tel écosystème n'est pas facile à planifier. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'un simple hasard. Cette industrie provient justement des personnes qui ont choisi de croire en les coopératives agricoles. Entre 1992 et 2005, la sucrerie de Betterave et Chantor ont établi les premières synergies, c'est-à-dire entre l'industrie et les laboratoires de recherche. Le site s'est transformé de façon spectaculaire, avec de nouvelles installations, des usines, des pilotes, des démonstrateurs, permettant justement de valoriser tous les coproduits qui étaient issus de cette culture, qui est par exemple la culture de la betterave sucrière. Cristagnol produisant du bioéthanol à partir des coproduits de blé et de la betterave sucrière, l'atelier Air Liquide pour la récupération et le traitement du CO2 issu de la fermentation du biocarburant,
carburant, pardon, Wattello produisant des tensioactifs biosourcés, Solilance qui produit des actifs cosmétiques biosourcés. La volonté justement de considérer ce site industriel dans son ensemble et de minimiser ses aspects néfastes et son empreinte environnementale permet de restituer aux agriculteurs les éléments organiques dont ils ont besoin pour leur culture. Et c'est une préoccupation quotidienne de tous les acteurs de la bioraffinerie. Pour continuer ma présentation, je vais donc parler de la méthodologie et comment on peut mettre en place une méthodologie de rencontre. Ça va être, cette présentation va s'appuyer sur différents articles et notamment la balade sensorielle, qui est un outil en anthropologie qui est utilisé pour ouvrir ses sens aux différents au paysage en général. Du coup, comment s'ancrer dans un paysage? Dans la plupart de mes créations, les paysages sont donc le support d'une interrogation. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un lieu pour faire un travail artistique, je vais premièrement essayer de comprendre le paysage par une documentation historique, que ce soit des documents d'archives, des documents open source, par exemple des bases de données comme IGN remontées dans le temps, ou des balades dans le paysage. Donc, dans ce projet-là, ce qui m'a permis justement de comprendre le paysage dans tout son détail, c'est la situation quotidienne que j'avais avec lui. C'est-à-dire de pouvoir le traverser, de le suivre avec les cycles, que ce soit de voir toutes les différentes cultures qui vont être présentes dans ce territoire et qui vont apporter des modifications. La deuxième lecture que j'ai pu faire autre que la quotidienneté, était justement la réalisation de balades sensorielles. La première fois que j'ai entendu parler de ces balades, c'est grâce à une stagiaire, Esther Chevreau d'Amour, qui est anthropologue de formation, c'est son vrai nom. Et du coup, nous avons monté justement un laboratoire de création qui s'appelait À l'écoute du monde d'après, où on devait lire un jardin et voir avec 6 participants comment on pouvait en créer à la fin une installation artistique. Elle m'a donc fourni ce document qui est créé par Marie-Luce Gérald, Olivier Gosselin et Laurent Legrain. Justement, il parle du coup de la promenade sensorielle comme outil pédagogique. L'anthropologue Marie-Luce Gérard propose à ses élèves une balade originale qui permet d'avoir justement un tout autre rapport avec l'espace d'étude. Pour cela, elle propose des balades où elle invite les étudiants à avoir seulement un carnet et un stylo. Et au cours de cette balade, les personnes doivent suivre le rythme de leur guide. C'est-à-dire qu'on va avoir des différences d'ambiance. On va passer, par exemple, près d'un mur. On va être invité à caresser ce mur. Puis, on va être ensuite couché au sol, essayer de regarder la cime des arbres. Et toute la balade se fait en silence. C'est-à-dire que à la fin de cette balade, une fois on va se mettre à courir de temps en temps pour avoir justement différents rythmes. Et à la fin de cette balade, les étudiants vont avoir une vingtaine de minutes pour pouvoir rédiger tout ce qu'ils ont, tout leur ressenti, leur questionnement. Et à la fin de ce temps, on va justement essayer de faire émerger une problématique. Je vais vous lire un peu ce qu'elle écrit à ce sujet. C'est dans le cadre de recherches en anthropologie des sens que Marie-Luce Gérard suggère une méthode de recueil de données autour de l'anthropologie sensorielle. Qu'elle sous-entend? Comment les sens, le plus souvent ignorés, sont alors des clés de compréhension majeure des sociétés? Peuvent-ils devenir des outils d'analyse précieux? Les sens permettent de révéler la manière dont les groupes sociétaux utilisent des aspects sensoriels comme moyen de communication, d'expression et de manière d'être au monde. Concernant cette fois la vue, puis l'odorat et enfin le toucher. Ainsi nous dit-elle, faire cette expérience de concentration sur les sensations auditives et olfactives permet de comprendre comment les sens enseignent sur un espace environnement. Les sons permettent de cartographier l'espace connu dans le cadre de terrains ethnographiques, par exemple. Ils peuvent devenir des moyens d'accès et de compréhension des lieux.
Ainsi, les promenades sensorielles ouvrent d'autres horizons de compréhension du monde environnement qui seraient alors davantage ressentis que verbalisés. D'accord. Okay. Alors, je vais être plus succincte. J'avais une partie autour du paysage olfactif et donc je vais terminer sur le côté que le paysage et le territoire de Paumac-le-Bazancourt est aussi un territoire qui se parcourt par l'odorat. C'est-à-dire qu'on va justement proposer aux habitants de devenir des nez, c'est-à-dire qu'ils ont une formation autour des odeurs qu'ils peuvent sentir, que ce soit par exemple des fermentations, des odeurs de pop-corn grillé, parce qu'on fabrique du sucre, ou de caramel. Et en fonction des différentes odeurs qu'ils vont sentir, on va aussi pouvoir déterminer les anomalies qu'il y a dans cette industrie. Il y a aussi différentes thèses qui ont parlé de ça, où notamment Nathalie Poiré a essayé de faire des cartographies olfactives. Mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vais juste conclure sur une dernière méthode d'anthropologie qui se définit par la méthode des 3 P, qui est Place, People, Process. C'est-à-dire que pour justement aussi étudier un territoire, on peut justement, premièrement, étudier le lieu à travers des balades sensorielles ou la marche aux 3 personnes, par exemple. Et ensuite, dans mes processus de création, je vais aller à la rencontre des habitants pour justement ouvrir mon regard et avoir plus une lecture quotidienne de ce territoire. Et la dernière étape est justement les processus. Pour vraiment conclure, j'aimerais justement attirer votre attention sur les autres formes de paysage, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas forcément voir par nos sens et qui illustrent toute la notion de vivant qui est présente dans le territoire. Par exemple, on ne peut pas forcément dialoguer avec des animaux ou des insectes parce qu'on ne va pas pouvoir leur poser des questions. Mais c'est aussi des vies et des êtres vivants qui forment aussi le paysage d'un point de vue biodiversité. Et donc, l'observation des cultures qui forment le paysage central de ce village reflète l'activité et sont en partie, justement, issus de mes rencontres. Il faut peut-être aussi savoir décaler son regard sur les habitudes et les intérêts ou sur des méthodologies pour ensuite pouvoir proposer de nouvelles formes d'interaction qui illustrent une ouverture plus globale au sens non humain et la possibilité de faire monde, mais faire monde en commun. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Juste mettre une vidéo. On a Des questions? J'ai été un peu abrutissante avec les références et les citations, mais en tout cas, si vous les voulez, n'hésitez pas à me les demander. Voilà. Oui, j'avais une question concernant l'Atlas des paysages de Champagne-Ardenne. Oui. Voilà, quel usage vous en avez fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et puis, donc, je n'ai pas bien saisi sur quoi ça aboutissait à la fin. C'est-à-dire, vous faites des propositions ensuite de balades sensorielles. On a l'impression que vous avez une thèse avec une partie un petit peu appliquée. C'est une thèse en quoi déjà? En fait, je fais une thèse en arts et sciences à l'école et sciences. Oui, à l'école polytechnique. C'est pour ça que la problématique porte justement sur la réappropriation de protocoles scientifiques ou anthropologiques pour ensuite faire des créations plastiques. D'accord. Et des créations plastiques, concrètement, c'est quoi alors? Concrètement, ça peut être des installations où on va avoir une dimension sonore, donc enregistrement sonore du paysage, ou des témoignages. Donc bien souvent, ça se traduit par des livrets qui sont un peu des carnets de rencontres, où on a à la fois des photographies, des témoignages, et on peut feuilleter ce livret qui retrace en fait toute l'expérience que j'ai faite dans le lieu. Mais ça peut aussi être, là vu que je travaille sur le territoire de Paumac-Bazancourt et qu'il y a la présence du blé, de la betterave sucrière, de la fermentation, on va travailler avec une designeuse culinaire qui s'appelle Margot Carlier pour pouvoir goûter en fait le paysage. Comme l'université du goût.
Voilà, de ce genre de choses. près. Et, ouais. Et alors, du coup, pour l'Atlas des paysages de Champagne-Ardenne, est-ce que vous en avez fait usage? Parce qu'il me semble que c'est une bonne entrée en matière pour vous et qui permettrait de peut-être faciliter le travail autour de voilà, les caractéristiques assez variées qui font la Champagne fouilleuse aujourd'hui. Bah, je pense que ça peut être une bonne perspective. J'en avais pas. Oui, c'est les services de l'État et de l'environnement qui produisent des atlas de paysages par région. Et donc, voilà, généralement, c'est assez pratique pour faire le point sur des unités paysagères au sein d'un espace régional. Je pense que ça vous facilitera un peu la vie. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben merci. Moi, j'avais une question. Donc, j'ai compris que un des outils, c'était la relation aussi aux autres qui a été utilisé. Est-ce que, donc, on a vu la classe paysanne. Est-ce que la classe ouvrière et plus prolétaire a été aussi interrogée? Est-ce que son vécu est aussi différent par rapport à la vision du paysage et l'implantation de l'industrie, en fait? Alors ça, c'est un peu ma deuxième étape parce que j'ai eu la chance en fait de rencontrer un agriculteur qui est très bavard, qui s'appelle Alain et dont je suis devenue la stagiaire et qui m'a enseigné plein de choses. Mais d'un point de vue industriel, j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir rencontrer des ouvriers qui sont prêts justement à m'expliquer leur métier. J'espère que pendant la visite de la sucrerie que je vais faire bientôt, je vais pouvoir demander et avoir mais tous les mails que j'ai envoyés aux industriels, bien souvent, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, du coup, peut-être que je me suis mal exprimée dans mes mails aussi, mais c'était moins facile comme approche. Par rapport à ce que vous avez demandé, est-ce qu'il y a des ouvriers qui vivent aussi dans un village, par exemple, ici travaillent? Est-ce qu'ils vivent comme les paysans aussi sur le territoire, enfin, dans ce paysage? J'aurais dû, je dirais. Ok, j'espère que oui, parce que bien souvent, les personnes viennent de Reims, parce que Reims est situé à 10 minutes. Et par exemple, quand on veut chercher un logement à Bazancourt, c'est un peu la crise du logement. C'est-à-dire que, étant donné que c'était un petit village et qu'on n'avait pas forcément beaucoup de logements, et vu l'expansion de l'usine et de tout ce qui s'y fait, la plupart des gens vont vivre à Reims. De rien. D'autres questions? Moi, j'ai un mini commentaire, c'est que je trouve que par rapport à ce qu'on voit, ça enrichit beaucoup la palette de ces rencontres, de ces deuxièmes journées d'études sur l'organisation des espaces. On a même dans une certaine ampleur historique, relative, disons, moderne, contemporaine, et par votre démarche particulièrement artistique, qui vraiment apporte une touche extrêmement originelle, disons, originale à ce qu'on fait. Et ce serait parfait pour la troisième édition. Il faudra que vous reveniez par rapport à vos résultats, je dirais, parce que on en parlera à la fin, disons, mais voilà, l'année prochaine, on s'occupe essentiellement de la perception, des représentations, du paysage vécu, du paysage perçu, des aspects culturels, symboliques même. Voilà. D'accord. Mais c'est pour ça que j'avais peur d'être un peu hors sujet. Alors, j'ai vu mes notes. C'est pas mon habitude. De rien.